Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de partager avec vous un contenu qui se focalise sur un pays particulier, celui du Brésil, qui se trouve au niveau d'un continent encore un peu particulier, c'est le continent américain, et sur un continent aussi très dissuasif, c'est le continent, c'est le sous-continent, c'est l'Amérique latine. Alors le Brésil est considéré comme étant un pays émergent, et un des leviers du Brésil, c'est sa superficie. En fait, il est dit parfois comme pays continent dans la mesure où sa superficie avoisine à peu près les 8,5 km, 8,5 millions de kilomètres carrés. Euh, de l'est à l'ouest comme du sud au nord, il y a à peu près une distance minimale de 4000 km. Donc parfois il faut prendre l'avion pour 7 heures pour se déplacer d'une ville à l'île. Et je pense que au moins de Sao Paulo à Rio Alegre, il faut par la suite au moins un minimum de quelques 5 heures de trajet. Donc, c'est quelques chiffres anecdotiques, mais qui illustrent bien que le pays, c'est un véritable pays continent. Le Brésil, dans le contexte actuel, est en train de connaître aussi bien des problèmes sur le plan social que sur le plan économique et encore politique. Et je commence par l'économie parce que c'est un peu marrant dans la mesure où les problèmes économiques trouvent une explication sur le plan politique. Alors, les problèmes économiques du Brésil, il faut savoir que pendant les années 2000, le Brésil a connu une certaine prospérité économique dans le sens où le taux de croissance était de 4 à 6%. En 2017, et selon les chiffres officiels, et là je parle essentiellement de l'OCDE comme de la Banque mondiale, le Brésil a connu une contraction de l'activité économique de 4,8%. C'est un peu douloureux sur le plan économique, mais il va falloir vraiment trouver une explication. La première explication, c'est une explication à nuancer, c'est celle qui consiste à dire que le PIB du Brésil s'est contracté parce que tout simplement, il y a la contraction de la demande des pays émergents, essentiellement la Chine. Mais lorsqu'on observe bel et bien la structure du PIB, on trouve que la demande extérieure nette ne constitue pas une part importante du produit intérieur brut. C'est une part qui reste explicative, mais à hauteur de moins de 20% du produit intérieur brut. Donc, ce qui reste, c'est essentiellement le marché intérieur. Et on sait bien que le modèle brésilien, c'est un modèle qui se focalise sur la demande intérieure. Et lorsqu'on parle de la demande intérieure, c'est essentiellement la consommation et la consommation brut du capital fixe. Donc, les investissements, que ce soit des investissements publiques ou privées. La question qui se pose par la suite, pourquoi nous avons cette contraction? Cette contraction s'explique essentiellement par la méfiance aussi bien des consommateurs que des investisseurs. Ça ne signifie pas que les Brésiliens n'ont pas d'argent pour dépenser ou encore les Brésiliens n'ont pas d'argent pour investir. Mais les Brésiliens, ils sont réticents parce que ils sont mécontents. Pourquoi? Parce qu'il y a là-dedans des scandales financiers, des scandales politiques qui sont un peu récurrents à les scandales politiques. Alors, derrière ce scandale politique, c'est la destitution de Dilma Rousseff, présidente de l'ex-président du Brésil. Alors, Dilma Rousseff, qui dit Dilma Rousseff, là, ce qui vient à l'esprit automatiquement, c'est des Lula. Parce que Dilma Rousseff est considéré comme étant le dauphin de Rousseff, des Lula. Alors, mais pourquoi? Parce que Dilma Rousseff a été accusé par le tribunal suprême brésilien du fait de manipuler, ça va, et c'est des manipulations douteuses, les comptes publics. D'accord. Donc finalement, c'est question d'argent. Oui, mais ce n'est pas seulement la présidente, mais encore de hauts fonctionnaires, de hauts responsables, voire de ministres qui sont normalement accusés par le tribunal suprême brésilien. Alors, donc, là, pour ne pas être tellement pessimiste, mais il faut dire qu'il y a un aspect positif dans cette situation-là, dans ce fait-là, dans ce phénomène, c'est le fait qu'il y a une bonne gouvernance, parce que finalement, un système judiciaire arrive à destituer le président, arrive à accuser les responsables, etc. Donc on peut parler d'une bonne gouvernance. Mais bel et bien, cela psychologiquement déstabilise les consommateurs et les producteurs. On est beaucoup plus dans la logique d'épargne qui ne permet pas de relancer, dans la logique keynésienne, ne permet pas de relancer l'activité économique. Les investisseurs ils sont un peu réticents, mais cette réticence trouve bien sûr une légitimité, c'est parce qu'il y a des scandales financiers, des scandales politiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a des scandales politiques. Alors, la majorité des scandales se focalisent essentiellement sur un champion national, c'est celui de Petrobras.
Hein. Il faut savoir que Petrobras, c'est une entreprise d'une autorité internationale qui possède une compétence tellement importante, c'est celle du forage en eau, hein, qui se trouve principalement au Brésil, que le Brésil essaie de diffuser partout dans le monde, et spécialement pour l'Afrique, parce que l'Afrique, là-dedans, il y a du pétrole, il y a du pétrole il y a du pétrole qui se trouve sous des nappes phréatiques, donc il faut nécessairement posséder un certain nombre de compétences en termes de forage en eau pour pouvoir par la suite extraire ce pétrole-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que le Brésil, c'est un nouveau partenaire pour l'Afrique subsaharienne plus particulièrement, parce que le Brésil est en train de diffuser cette technologie. Petrobras, c'est un mastodonte, c'est une véritable consistance économique, mais encore c'est un colosse au pied d'argile. Finalement, les scandales politiques, c'est des scandales qui se focalisent autour de cette entreprise-là, parce que normalement, c'est ce qu'on appelle communément au management la vache à lait en fait, du Brésil. Bon, le plus important, c'est que il y a l'interférence de la sphère politique et de la sphère économique, et la sphère politique et les scandales politiques expliquent bel et bien ce qui se passe au niveau économique. Ça va. Et cette situation, cette crise, cette morosité économique est aggravée essentiellement par la crise sanitaire du Covid-19. Alors maintenant, je vais balancer vers un autre problème. C'est un problème politique toujours, mais qui s'explique par la crise sanitaire. Tout le monde est en train de dévaluer le bilan de l'actuel président du Brésil, qui est Bolsonaro. Bolsonaro, c'est de la droite. Bolsonaro, c'est un président qui essaie de métamorphoser, de recomposer le Brésil sur le plan politique. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prendre une distance par rapport à la droite, que ce soit le centre de la droite ou encore l'extrême droite. Donc, dans ce cas-là, on parle essentiellement de deux partis politiques, à savoir le PSDB et puis par la suite la NDB. Pour être intellectuellement correct, Bolsonaro prend la distance, mais encore les partis politiques de la droite prennent de la distance. Donc c'est réciproque. Alors, le plus important, c'est le président. Mais la question qui se pose, mais pourquoi Bolsonaro il est en train de prendre ses distances? Alors, tout simplement, il est en train de prendre ses distances, tout simplement parce que il est en train de réamuser sa base électorale. Donc la base électorale de Bolsonaro, c'est beaucoup plus la population qui va souffrir si jamais on déclenche un autre confinement. Et donc, les partis politiques de la droite, c'est des partis qui sont en train de mettre en œuvre un soulèvement politique et une distanciation par rapport à Bolsonaro. Pourquoi? Parce que Bolsonaro, il est en train de dire non, je suis contre le confinement. Ah, pourquoi? Parce que le confinement va toucher une population qui n'arrive pas à garder, à préserver son pouvoir d'achat. Ça va si jamais on met en œuvre un confinement. Et puis par la suite, la droite, là-dedans, il y a une base électorale, il y a des personnes qui peuvent par la suite survivre, même s'il s'agit, même si on rebondit sur un deuxième confinement. Donc finalement, Bolsonaro, il est en train de faire jouer la carte du confinement. Le soulèvement de Bolsonaro contre le confinement entraîne le soulèvement des partis politiques de la droite contre Bolsonaro. Et donc Bolsonaro, il est en train de souffrir d'un côté, mais de l'autre, il va falloir normalement dire qu'il a tiré un peu l'épingle du jeu. Alors pourquoi il est en train de souffrir? Il est en train de souffrir parce que si on analyse bien les résultats des dernières élections locales au niveau du Brésil, on sait bien que Bolsonaro a régressé énormément. Mais il faut savoir qu'au moins 40% des Brésiliens soutiennent Bolsonaro. Et donc, il va falloir encore nuancer. On n'est pas dans une logique populiste, mais on est dans une logique beaucoup plus quantitative, parce que Bolsonaro, il est en train de passer vers la population, il soutient la population qui souffre, et puis par la suite, il est en train de mettre la main dans la main avec une autre constellation politique, à savoir la Centrao. La Centrao, c'est beaucoup plus une constellation de partis politiques qui sont beaucoup plus légitimes sur le plan régional que sur le plan national. Vous voyez, mais attention, il faut dire encore que le CETRAO contrôle à peu près le 1/3 du Congrès brésilien. Donc finalement, encore, il y a une sorte de consistance politique de ce CETRAO. Et donc, on peut dire que Bolsonaro, s'il a joué la carte du confinement,
ça va, pour gagner beaucoup plus de légitimité avec la population, ça va, mais il est en train de se rapprocher sur le plan politique de la CEDRAO, qui est encore très pesante sur le plan politique. Et entre parenthèses, il faut savoir que CEDRAO est constituée d'un ensemble d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs beaucoup plus ou moins opportunistes, qui cherchent des postes comme hauts fonctionnaires, des postes comme ministres, des subventions, c'est pour apaiser leur situation un peu financière, mais encore, ils sont très lourds sur le plan politique, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ils contrôlent au moins le un tiers du Congrès. Donc finalement, il y a un chamboulement politique réalisé par Bolsonaro, qui consiste essentiellement, pour résumer, de se distancier par rapport au parti de la droite, mais encore se rapprocher par rapport à une constellation politique très importante, très influente, c'est la Centrao. Et Bolsonaro, il a joué encore une carte très importante. C'est une carte qui fait partie de cette logique d'hégémonie démocratique, mais d'une manière, elle est tacite. D'une manière tacite, pourquoi? Parce qu'il ne le déclare pas, donc ce n'est pas dans la mission de Bolsonaro de passer vers cette logique de la Bolivie, ou encore la logique du Venezuela, ou encore par la suite les contestations qui se trouvent au niveau du Pérou et qui réclament toujours cette question d'hégémonie démocratique. Il faut dire que l'hégémonie démocratique, c'est un régime. C'est un régime qui est un peu différent de la démocratie illibérale de Viktor Orban qui se trouve au niveau de l'Europe, ou encore de la démocrature. On essaie de gagner par la suite une place politique, de gagner la paix sociale à travers la redistribution de la richesse. Et je pense que cette manière de faire était le pilier, était la pierre angulaire de Chavez, ça va, et de Maduro. Mais bien sûr, va falloir nuancer, parce que dans le contexte actuel, le Venezuela n'arrive plus à tirer les épingles du jeu. Pourquoi? Parce que les recettes sont faibles du fait du contre-choc pétrolier. Et donc, nous avons un échec retentissant de cette démocratie hégémonique au niveau du Venezuela, ça va, comme au niveau de la Bolivie. Bon, pour ne pas être dans la digression, je vais dire que Bolsonaro, il a fait jouer cette carte-là, cette carte de redistribution, Il faut par la suite parler de ce plan de relance de 60 milliards de dollars de Bolsonaro pour pouvoir épauler le pouvoir d'achat suite à la dégradation de ce dernier du fait de la pandémie du Covid-19. Donc, 60 milliards, ce n'est pas peu, c'est trop par rapport au pays brésilien. Et le fait de distribuer des allocations tout au long de cette pandémie, c'est des allocations qui vont au-delà de ce qu'on appelle le salaire médian au niveau du Brésil. C'est quelque chose qui fait qu'il y a un signe politique. Ça va, c'est le fait d'être cœur à cœur avec la population la plus démunie, mais encore sur le plan politique, relancer l'activité à travers la consommation qui reste toujours le cœur du PIB. C'est vrai que à travers les tractations, à travers les contestations des différents partis politiques qui sont un peu influentes au niveau du Congrès, alors Bolsonaro a mis fin à ce programme-là des allocations, mais il a rebondi sur une autre chanson, c'est celle de la Bolsa Familia, qui a été initiée par des Lula et qui a encore constitue une pierre angulaire de sa propre politique. Donc, il est en train de revaloriser dans le contexte actuel la Bolsa Familia pour pouvoir par la suite soutenir ces populations-là et pour pouvoir par la suite être toujours la main dans la main avec le Centrao. Et c'est pour se distancier par rapport aux différents partis politiques de la droite, que ce soit de la droite ou de l'extrême droite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je parle essentiellement de la PSDB et puis par la suite de la MDB. Donc, Bolsonaro est un homme intrépide qui essaie de gérer, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Et je pense qu'il a une aubaine dans le contexte actuel, c'est Joe Biden, parce qu'il a fait une déclaration d'amour aux États-Unis qui consiste à dire voilà, on est un véritable partenaire indispensable pour les États-Unis. Et on va par la suite discuter, on va par la suite négocier différents problèmes du continent, et que les États-Unis et le Brésil, principaux acteurs du continent, pourraient par la suite les résoudre. Et donc je pense que cette déclaration d'amour
de part de Bolsonaro. Je pense que même Joe Biden va être content de savoir, et puis par la suite, il ne va pas normalement rater l'aubaine, permet par la suite de consolider le levier politique du Brésil. Hein. Cela étant dit que le principal adversaire sur le plan sous-continental, à savoir la Venezuela, elle est en pleine morosité, que ce soit encore sur le plan politique et économique, beaucoup plus pire que la Bolivie ou le Pérou, ça va, donc est en train de souffrir, et donc on peut par la suite se permettre d'être dans l'alliance avec les États-Unis, et donc on ne va pas par la suite avoir un certain contrepoids sur le plan du sous-continent, à savoir l'Amérique du Sud. Et la Bolivie, dans le contexte actuel encore, il balance vers le gris, c'est-à-dire ce n'est pas ni gauche ni droite. Donc effectivement, on peut parler par la suite d'une autre situation d'aubaine pour le Brésil. Et donc je pense que Bolsonaro, il va faire ce qu'il doit faire actuellement pour pouvoir par la suite rééquilibrer le politique et l'économique.